notre collègue, portera sur les sites d'intérêt biologique et écotouristique du SUSMASA. Alors, pour ces sites, bien sûr, on va parler de sites qui présentent un intérêt essentiellement donc écotouristique. Et lorsqu'on parle d'écotourisme, vous allez voir donc à travers mon exposé, pas uniquement la faune et la flore, parce que généralement lorsqu'on parle d'écotourisme, généralement les gens donc, pensent tout simplement donc, à la faune et la flore, n'est-ce pas? Par contre, lorsqu'on parle d'écotourisme, vous avez bien sûr donc, la faune et la flore, ce qu'on appelle la biodiversité, bien sûr, mais vous avez également donc la dimension de l'interprétation de cette faune, de cette flore, de ce patrimoine naturel d'une façon générale. Et également, vous avez la sensibilisation, qui est d'une grande importance. Et puis, donc, vous avez également donc, la population locale. C'est-à-dire qu'on va essayer, si vous voulez, donc, de voir donc, un peu la richesse d'un patrimoine donc, culturel. Et également, donc, si vous voulez, donc, le savoir-faire local, qui fait donc, c'est une partie intégrante, si vous voulez, de l'écotourisme également. Alors, je commencerai, si vous voulez, par un support de la biodiversité, de l'écotourisme. Généralement, c'est ce qu'on appelle donc, la biodiversité. Donc, tout à l'heure, mon collègue, donc, il va, si vous voulez, donc, vous exposer, donc, bien, si vous voulez, donc, cette... si vous voulez, donc, avant, oui. Donc, il va vous exposer, si vous voulez, donc, l'essentiel de patrimoine géologique, des géosites, etc. Mais tout simplement pour vous dire que lorsqu'on parle, si vous voulez, de la région SUSMASA, elle présente des caractéristiques importantes qui peuvent, si vous voulez donc, être un moteur essentiel pour le développement de l'écotourisme. Nous sommes dans une région du Maroc qui est à la limite entre tout ce qui est méditerranéen, donc nous aurons les influences méditerranéennes, donc ils y sont de haut, et ces sites, si vous voulez, qui vont présenter ces influences, ou bien ces classes méditerranéennes, donc on les trouve dans le Haut-Atlas. Ici nous avons donc le Haut-Atlas occidental, qui est gorgé, si vous voulez, donc d'un ensemble de patrimoine, donc biologique, biodiversité, donc lié bien sûr, donc si vous voulez, donc un climat essentiellement méditerranéen. Plus du sud, donc nous aurons donc l'Anti-Atlas, donc le relief c'est l'Anti-Atlas, et l'Anti-Atlas bien sûr nous présente des caractéristiques un peu donc si vous voulez donc du sud du Maroc ou bien si vous voulez ce qu'on appelle donc la région saharienne. Donc SUSMASA, il se trouve si vous voulez donc dans une zone à la limite entre tout ce qui est méditerranéen et un passage, si vous voulez, donc tout ce qui est donc saharien. D'où une biodiversité qui soit riche et diversifiée. On aura tout ce qui est méditerranéen, on aura tout ce qui est saharien, et à un certain moment, donc, on va voir, si vous voulez, donc, au niveau des espèces, également, donc, des, si vous voulez, donc, un mélange, si vous voulez, donc, entre tout ce qui est saharien, tout ce qui est donc méditerranéen. Et ça, si vous voulez, donc, c'est un point important. Également, dans la région de SUSMASA, il y aura bien sûr l'influence de, si vous voulez, donc, de tout ce qui est donc océanique. Donc c'est les alizés, tout ça, donc toutes les perturbations qui viennent, si vous voulez, donc de l'océan. Il y aura bien sûr ce qu'on appelle la continentalité, donc il y a tout ce qui est donc océanique, mais nous aurons voir bien sûr également donc l'impact de continentalité, c'est-à-dire donc les vents qui arrivent de l'est, du sud-est, comme le Chelgi par exemple, qui sont des vents de l'est et du sud-est, et qui vont bien sûr avoir donc une influence, une grande influence, si vous voulez, donc sur donc la biodiversité, essentiellement donc on avait de la végétation. Bon, nous sommes également dans une zone qu'on appelle la zone macaronésienne, c'est-à-dire c'est une zone qui est très connue chez donc les chercheurs, essentiellement qui travaillent sur la biodiversité, c'est-à-dire une zone, ou bien donc si vous voulez donc une zone géographiquement très connue, qui englobe le sud du Maroc, sud-ouest du Maroc, entre Essaouira jusqu'à Tafaya. Et puis de l'autre côté, vous avez donc les îles, comme les îles Canaries. Vous avez également les Açores, également donc, et les îles Madère. Alors cette entité, donc biogéographique, j'appelle biogéographique, bien sûr, donc il est connu, si vous voulez, par un ensemble, ou bien donc un cortège faunistique et floristique, par des organismes que l'on peut rencontrer de part et d'autre, si vous voulez, donc de ces îles. Alors lorsque je parle, si vous voulez donc, autre caractéristique, en plus ce que je viens de dire, c'est une, si vous voulez, diversité géologique, donc au niveau des structures géologiques. Et lorsque je parle de la géologie, c'est donc les roches, donc si vous voulez, donc les paysages, etc. Parce que donc la plante, les plantes, les animaux, bien sûr, donc les plantes, elles poussent sur donc les couches géologiques. Donc c'est diversité, si vous voulez, au niveau donc des roches, qui va donner une diversité de sols, parce que donc les sols prennent naissance à partir des roches, donc on aura donc une diversité également
qui va traduire une diversité biologique, qui va traduire cette diversité géologique. Alors, comme vous pouvez voir, voilà donc rapidement donc, quelques traits de l'histoire géologique de la région. Je ne vais pas parler bien sûr donc, de beaucoup de détails, mais vous avez ici par exemple des formations que vous pouvez voir dans toute la région. Donc, vous voyez bien que vous avez des roches qui ont été formées au niveau donc, des sources, au niveau des eaux, ce qu'on appelle les résurgences. Alors, c'est-à-dire que l'autre fois, donc, il y avait bien sûr beaucoup de sources, beaucoup d'eau, n'est-ce pas, dans la région, avec des formations de ce qu'on appelle les travertins, ou bien donc des roches comme ça, qui traduisent, si vous voulez, également, même, on peut parler de changement climatique. Donc, on a passé donc, d'une période humide vers une période aride. Et puis, vous avez bien sûr donc, d'autres roches, donc, qui caractérisent, si vous voulez, comme je viens de dire, donc, toute l'histoire géologique. Vous avez également ici donc, des roches qui ont été formées dans un milieu marin ancien, ce qu'on appelle actuellement donc, les black shell, ou bien donc les roches, les roches en matière organique, et on commence maintenant donc, à exploiter si vous voulez, donc, les gaz du schiste bitumineux. Donc ces roches que vous avez là, et vous avez donc ces roches, vous pouvez donc les voir tout simplement au kilomètre 24. Vous avez le kilomètre 25, n'est-ce pas? C'est la plage du kilomètre 25, juste avant, entre Tarazout et le kilomètre 25. Vous voyez très bien d'autres indices donc qui va traduire, ou bien si vous voulez, donc qui va nous donner une idée sur l'histoire géologique de la région. Vous avez ce qu'on appelle les cendres volcaniques. C'est à un certain moment, dans la région, bien sûr, donc il y avait des volcans. Donc au cours des temps géologiques de la région, donc il y avait beaucoup de volcans. Et ces volcans, donc ils ont déposé ce qu'on appelle donc les cendres volcaniques que vous pouvez voir donc, ici, dans la région, essentiellement de l'Anti-Atlas, la région de Tiznit, la Gatsah par exemple, et tout donc, dans la région de Sidi Ifni. Bon, comme je viens de dire, donc, voilà donc, un site qui présente un intérêt au niveau, si vous voulez, donc, de l'histoire géologique de la région, de ce ça. Allez-y. Voilà également donc un autre paysage que l'on peut rencontrer lorsqu'on a, par exemple, lorsqu'on se déplace vers l'Anti-Atlas, la région de toute la zone de Sidi Ifni, la zone par exemple de Mellef, la zone de Kerdous, etc., avec des formations granitiques. Vous avez beaucoup de granit également dans la région. C'est un certain moment, donc vous avez également, donc, si vous voulez, donc, une activité plutôt de grande importance. Voilà, comme je viens de dire, lorsqu'on parle, si vous voulez, sujet de diversité, vous avez ici donc des formations, ce que je vois, donc des formations que l'on peut voir dans toute la région, qui traduisent, comme je viens de dire, un ensemble de phénomènes paléoclimatiques. C'est vrai que dans cette région, comme je viens de dire, donc il y avait donc beaucoup d'eau à un certain moment, et vous avez des dépôts donc, de ces formations au niveau des cascades. C'est comme cascade axiale, si vous l'avez vu par exemple, vous avez de l'eau qui coule, et l'eau donc il va déposer, si vous voulez, donc ces formations calcaires. Donc voilà, c'est l'image des anciens, ces cascades dans la région, et cela traduit bien sûr, si vous voulez, donc ce changement climatique. Et lorsqu'on parle de tout ça, si vous voulez, la biodiversité, le changement climatique, également la pollution, tout ça, ça fait partie de l'écotourisme également. Donc ça, c'est un site également touristique dans la région. Allez-y. Bon, lorsqu'on parle, si vous voulez, donc également pour un patrimoine naturel de la région, il y a tout ce qui est de surface, comme je viens de dire rapidement, mais vous avez un monde souterrain. Donc le monde souterrain, c'est-à-dire tout ce qui se trouve donc au-dessus du sol, surtout au niveau des cavernes, au niveau des cavités, etc., etc. Et des grottes également. Alors la région également, donc il est connue par un ensemble, si vous voulez, de structures souterraines, par un monde. Donc c'est un monde souterrain. C'est un monde normalement qui se caractérise par l'absence de la luminosité, qui se caractérise également par une grande humidité et l'obscurité. Alors dans ce monde souterrain, vous allez avoir des paysages, donc des paysages donc également des paysages donc d'une grande beauté. Allez-y. Vous avez les stalactites, les stalagmites, etc., les colonnes, etc., beaucoup de choses. Et l'essentiel, si vous voulez, donc, en plus de ces paysages souterrains, vous avez également ce qu'on appelle, au niveau de l'écotourisme, et surtout au niveau de la biodiversité, vous allez voir donc un ensemble d'organismes, des animaux, qui vivent dans ces conditions. C'est lorsqu'il y a beaucoup d'obscurité
également lorsque donc, il y a beaucoup d'humidité, vous allez avoir donc beaucoup d'espèces qui vont supporter, si vous voulez, mais qui vont s'adapter, hein, qui vont s'adapter donc à ces milieux. Et l'étude, l'observation, l'étude de ces organismes également, hein, ça fait partie également de l'écotourisme. Hein. Donc c'est un site, hein, généralement les grottes, donc les cavernes, donc les galeries, etc. Généralement ce sont des sites, hein, d'une grande importance pour l'écotourisme. Surtout donc, hein, on parle bien sûr de l'exploration, si vous voulez, de ces milieux, ce qu'on appelle, hein, la spéléologie. C'est pas la spéléologie. Et dans ce cas, on parle de ce qu'on appelle la biospéléologie, c'est-à-dire donc des organismes, hein, donc, qui vivent, si vous voulez, dans ces grottes. Et ces organismes, bien sûr, quelquefois, donc, on trouve beaucoup d'endemisme. Hein, une espèce endémique, c'est-à-dire une espèce, hein, qui est connue dans une seule région. Hein. Généralement, donc là, vous avez, si vous voulez, dans la région de Susmessa, vous avez, hein, si vous voulez, donc, des organismes qui présentent un intérêt, hein, écotouristique, même dans ces milieux donc, un peu obscurs, etc. Alors, voilà par exemple, pour ce patrimoine, hein, souterrain, que l'on peut l'appeler bien sûr le patrimoine endokarstique. Hein, c'est la karstiologie, etc., c'est autre chose. Hein. On voit très bien, si je prends par exemple la zone de Rssas, c'est le plateau de Rssas, vous avez plusieurs zones dans la région. Hein. Vous avez donc la grotte du Boulou, n'est-ce pas? Et puis vous avez également donc, hein, cette zone-là, la zone de Rssas, plus connue, si vous voulez, par ces gouffres, ces grottes, etc. Et vous voyez très bien, si vous voulez, donc, hein, le nombre de grottes et de gouffres donc, dans la région, également donc, dépendant. Alors ici, vous avez donc le montonnière des frères avec Tiurza. De l'autre côté, donc c'est Kerdous. Hein, donc des Kerdous, entre donc Kerdous et Sidi, vous avez une zone, hein, la région de Rssas, une zone qui est connue, si vous voulez, donc, bien sûr, à mettre en valeur, hein, dans le cadre d'un écotourisme, hein, qu'on appelle également donc, soit donc, un patrimoine endokarstique, soit l'écotourisme souterrain, ce qu'on appelle également l'écotourisme souterrain. Alors là où vous avez le calcaire, généralement, hein, c'est comme le plateau de Wittendouen, comme le plateau de Tasrocht, à Wittendouen, ou bien le plateau, si vous voulez, donc le plateau de Rssas. Donc ce sont des formations de calcaire. Et lorsque vous avez les calcaires, généralement les calcaires, ils sont dissous par l'eau. Donc la dissolution de ces roches, elle va donner bien sûr donc, des cavités, des grottes, hein, si vous voulez, donc, hein, dans les profondeurs. Allez-y. Donc ça, c'est un patrimoine également de grande importance à valoriser, si vous voulez, dans le cadre d'un écotourisme, si vous voulez. Alors, vous avez bien sûr beaucoup de sources d'eau, hein, qu'on voit très bien, qui sont liées, si vous voulez, donc, à ces grottes et à ces cavités souterraines. Vous avez de la circulation, lorsqu'on a des grottes, etc., souterraines, vous avez bien sûr des circulations d'eau à l'intérieur, et vous voyez très bien, si vous voulez, comme je viens de dire, un ensemble de sources dans la région toujours dans la région de Susmessa. Allez-y. Bon, sur le côté, si vous voulez, donc, géologique, donc je laisse le côté géologique parce que tout simplement pour vous dire que vous avez donc une grande diversité géologique qui va traduire également une grande diversité, donc, hein, si vous voulez, au niveau de la biodiversité. Alors là, vous avez un paysage très proche, hein, pas loin, mais juste derrière donc la première grève. Vous avez Tamzelbout, il est juste en bas, Tamzelbout, hein, juste en bas, donc Tamzelbout il est là. Et là, ce qu'on appelle Asif Ntanit. Hein, Asif Ntanit. Juste derrière, vous avez donc Oued Welkrim, ou bien Asif Welkrim, avec Paradise Valley. Une petite partie de l'Asif Welkrim, le Valley Welkrim, hein, qu'on appelle donc Paradise Valley. Et là, vous avez donc, c'est très proche, hein, c'est avant même donc hein, le Paradise Valley. Généralement, donc, Paradise Valley, le connu de la région. Par contre, vous avez donc des zones hein, d'une grande beauté. Hein, très diversifié sur le plan géologique, sur le plan géomorphologique, sur le plan faunistique, sur le plan floristique. Hein, la faune, etc., les villes, etc. Donc ça, donc, c'est le Sintani. Et là, donc, on pourra avoir, si vous voulez, donc, une couverture de part et d'autre qui est différente. Vous avez l'axe de la vallée, donc, il est comme ça. Hein. De ce côté, vous pouvez voir, donc, vous avez donc une végétation importante, et de l'autre côté, donc, c'est une végétation importante. Et là, on peut introduire ce qu'on appelle donc les bassins versants, hein, qui sont dirigés vers l'est, vers le sol, n'est-ce pas, hein, qu'on appelle donc les adrets, ou bien donc les ubacs. Hein. Et là, bien sûr, on a donc, si vous voulez, tout un ensemble de végétaux donc, à caractère méditerranéen. Hein, allez-y. Voilà, donc je passe, si vous voulez, donc directement tout ce qui est entre biodiversité, comme je viens de dire, donc la biodiversité. Là, vous avez donc une photo qui a été prise
la commune de Tekri, la commune de Tekri qui fait partie bien sûr de la région de Massa. Et là, vous pouvez voir, si vous voulez, donc un ensemble, si vous voulez, la biodiversité qui est bien présente dans cette zone-là. Également, donc, une grande biodiversité floristique. Donc, au niveau de la flore, vous pouvez voir, par exemple, ici, dans le chêne vert, dans l'autre, le chêne vert. Par exemple, là, donc, vous avez le genévrier oxycède, ce qu'on appelle le namazir Tekri. D'ailleurs, lorsqu'on parle, si vous voulez, donc, de la commune du Tekri, c'est-à-dire, c'est une commune qui est riche, si vous voulez, donc, en oxycède, genévrier oxycède que vous avez là. Toujours, bien sûr, lorsque donc, on a donc des altitudes qui dépassent les 800 mètres, on rencontre bien sûr donc le chêne vert. Et puis vous avez d'autres, bien sûr, d'autres plantes à caractère méditerranéen que vous avez donc dans cette région. Allez-y. Alors, je parle, si vous voulez, donc, en allant de cette biodiversité qui va, si vous supportez la biodiversité. Et lorsqu'on parle de la biodiversité, généralement, donc le patrimoine floristique, on voit très bien, donc on peut avoir, si vous voulez, généralement donc des choses qui sont donc centimétriques, millimétriques quelquefois, jusqu'à donc des arbres de grande taille. Vous avez toute une diversité, de grande importance dans cette région. Là, vous avez donc ce qu'on appelle donc les lichens, qui jouent un rôle important, si vous voulez, donc dans les écosystèmes terrestres, et qu'on appelle généralement henna, donc le henné de la roche, henna de l'hajar, n'est-ce pas, le henné de la roche. Et ce sont donc, c'est un organisme un peu compliqué. Donc il apparaît simple. Généralement sur la roche, vous avez donc des taches blanchâtres, rougeâtres, par exemple avec différentes couleurs. Et ce sont donc des lichens. On appelle donc les lichens. Les lichens, c'est un organisme un peu complexe parce que dans les lichens, vous avez donc si vous voulez, donc deux espèces, deux individus, donc deux organismes. Vous avez ce qu'on appelle donc les algues et les champignons. Donc les algues et les champignons, donc c'est l'association, c'est une association symbiotique, on appelle une association symbiotique, qui va donner, si vous voulez, donc association symbiotique, c'est-à-dire gagnant-gagnant. Une association symbiotique, c'est-à-dire gagnant-gagnant. Donc le lichen, il est formé par donc l'algue et par le champignon, et bien sûr vous avez une relation mutuelle, symbiotique, si vous voulez, entre les individus. Et vous avez, si vous voulez, donc, ce qu'on appelle les lichens, qui généralement sont de grande importance. Au niveau de la biodiversité régionale, parce que généralement vous avez des espèces endémiques également. Des espèces endémiques au niveau des lichens. Également, leur importance, c'est parce que ce sont des bioindicateurs de la pollution atmosphérique. Des bioindicateurs, c'est un indicateur biologique de la pollution atmosphérique. Lorsqu'on n'a pas, bien sûr, donc, lorsqu'on n'a pas par exemple donc un appareil sophistiqué pour mesurer la pollution atmosphérique, on peut évaluer, si vous voulez, donc, cette pollution atmosphérique à partir uniquement donc, des algues, à part des lichens. Vous avez donc des espèces qui vous donnent, est-ce que donc, la pollution, est-ce que donc, l'air est pollué, moins pollué, etc., etc. À partir uniquement donc, de ces organismes. Donc, dans l'écotourisme, il faut interpréter ces choses-là. Donc le guide interprète, normalement, celui qui va interpréter, si vous voulez, donc, cette biodiversité, il doit avoir des connaissances, si vous voulez, donc, sur ces organismes. Bon, après vous avez donc une autre image, que vous avez généralement, que vous pouvez voir dans la région de l'Anti-Atlas, n'est-ce pas, la région, par exemple, donc la province de Sédifni, la province, par exemple, de Kizlit également, cette formation qu'on voit très bien, à Euphorbia-C. Euphorbia, ce qu'on appelle les phorbias. Généralement, ce qu'on appelle tikiou. C'est pour le drmous. Donc, vous avez plusieurs espèces. Plusieurs espèces dans cette zone. Et cette image-là, elle vous donne une idée, comme je viens de dire tout à l'heure, sur donc l'espace que j'ai appelé donc la Macaronésie. C'est-à-dire un espace géographiquement bien délimité. Et vous avez, si vous voulez, cette image-là que vous pouvez voir donc à peu près dans les îles. Qui sont limitrophes de la région de Susmassa. Alors ici, vous avez des espèces qui sont très connues. Vous avez par exemple, c'est le phorbe, Dormus, elle est là, c'est ce qu'on appelle le Euphorbia equinus. C'est-à-dire que Dormus se forme en boule, généralement donc en boule, que vous voyez donc ici, là et là, qui est très répandu dans cette région.
Après, vous avez bien sûr donc un autre forbia, le forbia des Ijuba, le forbia du roi Jubé. Hein, donc, c'est le roi Juba 2, normalement. Hein. Donc, elle est là. Et ces formes, elles se caractérisent par ce qu'on appelle, hein, pour connaître, si vous voulez, donc ces espèces, elles se caractérisent par un liquide blanchâtre, n'est-ce pas, irritant, qui peut irriter la peau, ce qu'on appelle le latex. Hein. Ça, c'est les caractéristiques des formes. Un dermous, hein, donc ce sont donc généralement donc, des espèces qui contiennent le latex. Le latex est très dangereux, bien sûr, hein, pour la digestion et tout ça, mais quand même, hein, c'est un produit de grande importance, hein, pour l'avenir, bien sûr, de la région. Alors, la forme aussi, s'il vous plaît, oui. Le jujubier ou le jujuba? Non, ce n'est pas le jujubier, ce n'est pas le juba. Le jujubier, Wanbuk, n'est-ce pas, hein, Ziziphus lotus. Là, c'est le fort du roi Jubé. On l'appelle donc au forbia Rigis Juba. Rigis Juba, donc du roi Jubé, n'est-ce pas? Par contre, le jujubé, non. Hein, le jujubé, c'est donc c'est voilà. Asgour, vous voulez Asgour, n'est-ce pas? Voilà, Asgour. Voilà, super. Bon, on voit très bien, si vous voulez donc, que vous avez d'autres, hein, vous avez bien sûr, avec dans sur cette photo-là, vous pouvez voir également donc une espèce que l'on trouve hein, généralement dans toute la région, Ashbarto. Sinition. Sinition, donc c'est le genre donc Sinition. Sinition Anthophorbion. Hein, Sinition. Donc vous voyez bien sûr donc ici, hein, donc là. Et Sinition, donc c'est pas un euphorbe, hein, parce qu'elle ne contient pas de latex. Hein. Cette zone-là, du généralement connue dans la région. Alors, bien sûr, l'importance, une grande importance de ces plantes, si vous voulez, ce sont des plantes également millifères. Des plantes millifères. Qu'est-ce que ça veut dire une plante millifère? Une plante millifère, c'est une plante normalement qui est butinée par l'abeille, qui peut donner donc un miel. Lorsqu'on parle de miel de forme, donc le forme c'est une plante millifère. Miel de thym, donc parce que le thym, si vous voulez, donc c'est une plante millifère. Hein? Donc lorsqu'on a donc alors généralement donc le forme, hein, c'est une plante millifère. Hein? Et encore, s'il vous plaît, oui. Une autre plante qui pousse dans les zones sud, les zones arides, ce qu'on appelle, je pense en arabe aussi, tawaza, est-ce qu'il a nom? Tawaza en arabe? Tawaza, je pense en arabe, même en berbère aussi tawaza. Il pousse dans le Sahara, dans le sud du monde. Est-ce que ça n'a pas le nom français, le nom scientifique? Non. Parce que donc les noms des plantes, ça change d'une localité à l'autre. Le nom latin est oui. Peut-être, si je me rappelle. Endémique au rare. Hein, il y a des espèces endémiques au rare. Donc c'est, si vous voulez, pour donner donc une valeur ajoutée donc, à la région, sur le plan écotouristique, donc on va chercher des espèces hein, qui sont endémiques, qui sont présentes uniquement dans notre région. Hein, et comme ça, donc c'est une valeur donc, ajoutée, si vous voulez. Bon, pour vous être ici, donc l'arganie. Hein, l'arganie, c'est une espèce endémique de la région. Hein, donc l'arganie, c'est l'arganie spinosa, qui est une espèce endémique et qui a une grande valeur donc, au niveau donc, biologique, bien sûr, au niveau bien sûr écologique, mais au niveau également écotouristique. Hein, donc, vous savez beaucoup de choses si vous voulez donc cette plante. Bon, dans la région, comme je viens de dire, hein, l'essentiel, si vous voulez donc sur le plan écotouristique, c'est de chercher par exemple donc, les plantes endémiques. Je viens donc vous montrer, si vous voulez, donc, un arbre, c'est-à-dire l'arganier. Et là, vous avez également donc, une plante endémique que nous trouvons dans la région, c'est le Dragonopsis glomerata. Alors, c'est une plante qui a été bien sûr donc, identifiée par le collègue Fouad Msanda, qui est un botanique. Donc, lui, donc, il fait de la botanique à la faculté des sciences agricoles. Et ce sont donc des plantes qu'on cherche généralement pour valoriser, donc, si vous voulez, donc, tous les projets écotouristiques dans la région de Souss-Massa. Bien sûr, cette plante, il y a beaucoup de choses à dire sur cette plante. Hein. On n'a pas assez de temps, hein, mais la prochaine fois peut-être, hein, qu'on va aborder donc des plantes endémiques, plante par plante. Hein, parce que ça, c'est, si vous voulez, les plantes endémiques dans la région de Souss-Massa, c'est également, si vous voulez, donc, un sujet de grande importance. Allez-y. Voilà.
donc l'image que vous avez généralement lorsqu'on est dans la réalisme ça, c'est-à-dire la RPA, n'est-ce pas, une réserve du biosphère de l'Arganie. Et voilà donc l'image généralement que vous avez avec bien sûr donc ces ponts de l'Arganie. Et donc la photo elle a été prise dans la région des Louzets. La région des Louzets, vous avez ça en haut, c'est la Tiurza, la région de Tiurza, n'est-ce pas, la commune de Tiurza. Donc à Louzets, on voit très bien, si vous voulez donc, cette formation végétale, donc arganique, qu'on appelle au centre bien sûr dans la biosphère de l'Arganie, qui est une réserve de grande importance pour le développement du l'écotourisme dans la région de Massa. Donc c'est un site de grande importance, bien sûr. Allez-y. Comme je viens de dire tout à l'heure, n'est-ce pas, il y a bien sûr donc les caractéristiques ou bien l'influence méditerranéenne. Et là vous avez une image sur, si vous voulez, ce qu'on appelle, c'est donc une forêt donc à caractère méditerranéen. Là vous allez avoir donc beaucoup d'espèces donc à caractère méditerranéen que vous allez trouver, si vous voulez, donc à partir d'Agadir jusque donc au nord, jusqu'au même au nord. Vous avez généralement donc vous avez donc des traclinés, donc vous avez le chêne vert, vous avez bien sûr donc puisque vous voir donc ici, c'est l'olivier sauvage, n'est-ce pas, Ezmout, n'est-ce pas, c'est l'olivier sauvage, qui caractérise bien sûr cette, si vous voulez donc, cette zone donc méditerranéenne. Vous pouvez rencontrer donc, surtout donc dans le pourtour méditerranéen. Généralement maintenant on peut calquer, si vous voulez donc des gens, et essayer de calquer donc là le climat méditerranéen par tout simplement donc la répartition de l'olivier. Donc une fois que vous avez limité l'olivier tout autour de la Méditerranée, donc c'est vraiment donc le climat méditerranéen. Bon, vous avez bien sûr donc le tuya, vous avez donc ici beaucoup de tuya, donc surtout donc Tetraclinis articulata, donc le tuya de Berbérie, n'est-ce pas? Et puis donc vous avez bien les oxycènes, vous avez également donc le genévrier, et vous avez le lentisque, drou, n'est-ce pas, donc drou, ce qu'on appelle drou, donc le lentisque. Et tout ça, si vous voulez, caractérise, si vous voulez, donc ce climat, comme je viens de dire tout à l'heure, méditerranéen. Et que l'on peut trouver, c'est plus dans l'Atlas occidental. Cette vallée, vous la connaissez très bien, n'est-ce pas? C'est la vallée d'Azifouelkrim. Le village de Taratouelkrim, il est juste en haut, donc il est juste en haut, donc elle est là. Et là, si vous voulez, ce sont les gorges, ce sont des gorges ici, ce sont des gorges creusées, si vous voulez, dans la vallée d'Ouelkrim. Et juste en bas, ici, vous avez donc Paradise Valley. Paradise Valley, et après vous entrez dans les gorges, n'est-ce pas, dans les gorges. Et puis dans Paradise Valley, vous avez bien sûr donc des bassins naturels, que l'on appelle les marmites des géants. Donc mon collègue, peut-être qu'il va parler de ça, n'est-ce pas, déjà ici, s'il a le temps. Alors voilà, si vous voulez, le caractère méditerranéen, si vous voulez, donc de cette zone. Voilà. Voilà, si vous voulez, un ensemble des espèces, si vous voulez, qui caractérisent, si vous voulez, donc ce domaine méditerranéen, que l'on trouve, si vous voulez, dans notre atlas. Voilà donc des espèces que vous avez, comme les Génessa par exemple, comme le caroubier également, le caroubier, Ceratonia seleca, etc. Vous avez ici donc les noms scientifiques. Vous avez bien sûr un ensemble de lavandes, Lavandula dentata, Lavandula stecas, Lavandula maroccana également, que l'on trouve, qui est une espèce endémique des lavandes. Lavande de Malrzena. Donc Lavandula maroccana, qui est une espèce que l'on trouve de la région de Teflot également. Donc vous avez d'autres. Les Tetraclinis articulata, comme je l'ai dit sur le tuya, n'est-ce pas? Et puis vous avez bien sûr beaucoup donc, de plantes qui caractérisent, si vous voulez. Donc voilà Tetraclinis articulata, donc elle est là. Et puis vous avez bien sûr Camaerops humilis, le doux, n'est-ce pas? Et quelquefois vous avez même dans le chêne vert et tout ça. L'urgène, bien la spondelle également, donc, qui est connue dans toute région méditerranéenne. L'ensemble, n'est-ce pas? Donc l'ensemble, là, Azalimouche, ou la Geldim, donc Santib, etc., etc. Bon, voilà, si vous voulez, donc ce caractère méditerranéen, comme je viens de dire tout à l'heure, dans la région également, donc, il est connu par certaines plantes, qui sont, comme je viens de dire tout à l'heure, vous avez des plantes mellifères, vous avez également des plantes, donc, aromatiques, et vous avez des plantes médicinales. Donc les trois, vous les avez, si vous voulez, dans cette région. Des plantes aromatiques, plantes médicinales, plantes mellifères. Ces trois types de plantes, ils jouent donc un rôle important, si vous voulez, dans la découverte écotouristique. Vous avez maintenant, donc on peut créer uniquement donc, des circuits dans la région écotouristique qui se basent uniquement sur des plantes mellifères. Donc c'est un circuit écotouristique des plantes mellifères,
ou bien un circuit touristique des plantes médicinales et aromatiques également. Donc, la région donc, est connue par ces plantes. Comme vous pouvez voir donc, par exemple ici, vous avez, si vous voulez, donc, cette plante-là. Dans la région des Anzi, donc vous avez donc toute une zone qui est pleine de plantes donc, avec des cystes, du thym, etc. La région des Ethiopiennes, bien sûr, que vous la connaissez très bien. Là, vous avez bien sûr donc, le thym, le thymus, ça fait vous n'est-ce pas? Et là, vous avez la lavande. Donc, c'est la lavande lotata. Les feuilles sont dentelées tout simplement, les feuilles sont dentelées. La lavande qui est là, et bien sûr, donc, si vous voulez, donc, le thym. Cet assemblage entre thym et lavande est de grande importance. Parce que tous les deux sont des plantes mellifères, ce sont des plantes aromatiques et des plantes médicinales. Les trois caractéristiques, si vous donc, ils sont regroupés chez ces espèces-là. Et voilà donc, bien sûr, l'agrandissement du thym dans la région. Généralement, lorsqu'on parle, si vous voulez, donc, de la route du miel, dans la région, la route du miel, c'est grâce à la présence de ces plantes mellifères. Parce que si on n'a pas cette biodiversité, ou bien si on n'a pas ces plantes mellifères, on ne peut pas avoir donc le miel de ces plantes. Donc on ne peut pas parler, si vous voulez, donc d'un circuit, ou bien si vous voulez donc, ou bien d'une route du miel. Donc l'importance, si vous voulez, de ces plantes, au niveau, si vous voulez, de la biodiversité, au niveau écologique, au niveau écotouristique, et au niveau également de la mise en valeur, si vous voulez donc, chez la population. Vous avez bien sûr une autre plante que vous connaissez très bien, chien. C'est bien donc Herba alba. Donc c'est l'armoise blanche. Donc vous avez ici donc également qui caractérise, si vous voulez, donc les premiers plateaux. Lorsqu'on quitte la plaine, vous avez donc les premiers plateaux donc, qui se caractérisent, si vous voulez, donc par chien, qui est une plante médicinale que vous connaissez très bien. Bien sûr, vous avez donc le fig de Barbarie, on peut traduire par une agrodiversité. Parce que là, c'est implanté, c'est pas naturel, implanté. Donc, ce qu'on appelle l'agrodiversité, qui joue également donc, un rôle important. Le fil de Barbarie, c'est très important parce que, je ne sais pas, le chiffre d'affaires de l'Anada, c'est 11 milliards de centimes. Voilà, exactement. L'Anada, c'est plus important. Oui, oui, je vais revenir tout à l'heure, rapidement. Rapidement. Bien sûr, ce qu'on appelle, là, c'est l'agrodiversité. C'est une diversité agronomique, moins de l'agriculture. Dans la région également, donc, vous avez, si vous voulez, donc, un atout important au niveau donc, du fil de Barbarie et que vous pouvez rencontrer dans la région essentiellement les Barbara, n'est-ce pas? Donc les communes, la commune de Msi, la commune de Msi, la commune de Sbouya, essentiellement Sbouya, donc essentiellement Sbouya. Vous l'avez dans d'autres zones, mais il est éparpillé partout. Et ça dépend des qualités. On commence maintenant même à avoir une idée sur la génétique également, c'est les variétés génétiques donc si vous voulez, donc de cette espèce. Allez-y. Voilà donc l'image que vous pouvez donc observer dans le Hot Atlas, ici juste à côté. Si vous voulez donc, c'est une image qui vous donne bien sûr cet assemblage-là entre toutes les plantes médicinales, aromatiques, etc. Et que vous avez tout près, c'est une forêt du Touya. Donc une forêt donc, du Touya. Ça donc c'est la photo qui a été prise dans les hauteurs de Tarazout sur ce qu'on appelle la piste des crêtes. Donc c'est la piste qui vous ramène jusqu'à c'est l'ancienne piste pour Rimouzel et Deuxelles. Les années 20, mais donc les années 30. Allez-y. Bon, lorsqu'on parle de la biodiversité, bien sûr, c'est une biodiversité donc, qui change avec les altitudes. Lorsque vous êtes dans la plaine, ce n'est pas la même chose que vous serez par exemple dans la basse ou bien la moyenne montagne et dans les hautes altitudes. Et là, vous allez voir, donc on passe, si vous voulez, donc à des formations au coussinet. Des formations au coussinet. C'est-à-dire donc des plantes uniquement qui se présentent sous forme de coussin. Et c'est ce qu'on appelle les xérophytes épineux, les xérophytes, c'est-à-dire des plantes qui peuvent supporter les deux extrémités de la température. Soit le froid, soit le chaud. Lorsqu'on est dans le plus froid ou dans le plus chaud, donc vous allez avoir donc ces organismes-là qui ne développent pas un tronc, mais tout simplement se font de coussinets. C'est une adaptation, si vous voulez, pour l'oasis. Voilà, n'est-ce pas? L'oasis. Et ce grand milieu, lorsqu'on se déplace vers les milieux à caractère saharien, à caractère aride. Tout à l'heure, donc c'est vraiment le caractère méditerranéen qui est très marqué. Par contre, ici, donc, lorsqu'on se déplace vers l'Anti-Atlas, essentiellement vers les flancs sud de l'Anti-Atlas, vous avez bien sûr donc ces oasis-là.
Et vous avez l'Oasis dans la région reconnue, c'est la vallée d'Etmansor, n'est-ce pas? La vallée d'Etmansor, donc c'est donc juste côté de Teflon. Vous avez Teflon, et juste après vous avez la vallée d'Etmansor. Voilà, si vous voulez donc également une biodiversité à caractère aride, semi-aride dans la région. Donc ça également, ça marque l'aridité, c'est pas dans la région, c'est pas dans Souss-Massa, mais dans la région de Massabra. Le chef-fleur de Bohman, n'est-ce pas, c'est de la région de Créage, etc. Alors, pour cette biodiversité, comme je viens de dire, on vient de voir, si vous voulez donc, un cortège floristique à caractère méditerranéen. Le Oasis, etc. donc caractérise, si vous voulez donc, un cortège floristique à caractère saharien. Et là, vous avez bien sûr donc, une autre image, si vous voulez, donc, d'un cortège floristique à caractère donc, macaronisien. Je l'ai répété tout à l'heure, je vous ai dit que la zone de la région Souss-Massa, donc, elle se caractérise également par la présence des espèces à caractère macaronisien. Donc là, nous sommes dans la région, c'est la commune de Tahmed, n'est-ce pas, la commune de Tahmed, province de Tiznit. La province de Tiznit. Et on voit très bien donc l'espèce que vous voyez ici, c'est le dragonnier, n'est-ce pas, le dragonnier, Ashgay, n'est-ce pas, le dragonnier que vous avez ici, c'est le dragonnier, c'est une espèce marocaine, et le dragonnier, bien sûr, donc elle est très connue dans toute la zone limitrophe, si vous voulez, de la région de Massa. Vous avez bien sûr les îles Canaries, n'est-ce pas, Tenerife, n'est-ce pas. Et là, donc c'est un dragonnier marocain que l'on a découvert jusqu'à des années 90. Donc c'est les années 90, donc on a découvert, si vous voulez, donc le dragonnier Ashgay. Mais avant les années 90, tout le monde dit que le dragonnier donc, il est spécifique tout simplement aux îles macaronésiennes, c'est-à-dire donc les îles Canaries, essentiellement, les îles, donc les autres îles. Par contre, donc, il est présent donc, au Maroc. Il est découvert par Cusin. Et voit très bien, donc, la région de nous avons bien sûr une espèce d'une grande importance sur le plan écologique, également sur le plan écotouristique. Donc c'est un site biologique, également écologique et écotouristique à la fois. L'interprétation donc, de ces arbres-là, donc, ils vous donnent donc, beaucoup de connaissances sur donc, les dragonniers d'une façon générale. Pour la biodiversité végétale, j'ai passé du temps, si vous voulez, pour vous dire beaucoup de choses, mais là, il faut que je passe quand même, parce que je parle de l'écotourisme, à la biodiversité donc, animale, n'est-ce pas, donc tout ce qui est donc faunistique, de façon générale. Alors, je commence dans la région, qu'est-ce qu'on a? Tout à l'heure, donc, j'ai décrit que la zone se caractérise par tout ce qui est méditerranéen, tout ce qui est saharien, tout ce qui est atlantique, et tout ce qui est donc continentalité. Et là, donc je commence par le littoral, donc la région, donc elle se caractérise bien sûr par la présence d'un littoral. Lorsqu'on a le littoral, bien sûr, on va parler de ce qu'on appelle la biodiversité, donc littoral, la biodiversité marine ou bien océanique. Et on va s'intéresser donc essentiellement donc, à certaines espèces qui sont d'une grande importance pour l'écologie, également pour l'écotourisme. Vous voyez très bien que vous pouvez avoir dans la région, si vous voulez, généralement vous avez cette image, le long de la côte, entre Capri, par exemple, jusqu'à Sédifni, que vous avez donc ces images-là, ces deux images, qui traduisent ici la présence de ce qu'on appelle les crustacés, ce sont des crustacés mais un peu particuliers, et là vous avez donc cette espèce-là. L'espèce que vous voyez donc ici, si vous voulez, ce qu'on appelle généralement pied de biche, Tafenza, Boutfenza, etc. Vous avez beaucoup de noms. Vous pouvez répéter s'il vous plaît? Le nom. Le nom. Le nom français. Le nom français, pied de biche. Pied de biche. Pied de biche. Et en nom local, vous avez donc Boutfenza, Tafenza, etc., etc. Donc les noms. Et c'est le polyceps, c'est une espèce, le nom scientifique, Polyceps polyceps. Polyceps. Et cette espèce-là, donc elle a été très répandue sur le littoral de Souss-Massa, très répandue. Actuellement, elle est en dégradation. Que vous avez quelques petits îlots, quelques individus. Des îlots dont les individus ne passent pas 5 ou 6. Elle a été surexploitée. Pourquoi? Parce que donc, le plus d'ampule que vous avez ici, il est consommable. Le plus d'ampule, tous ces gens-là, donc il est consommable.
Donc il est surexploité. Et maintenant, c'est une espèce rare dans la région. Et peut-être d'ici 15 ans, 20 ans, on n'aura pas, donc, si vous voulez, donc, la présence de cette espèce sur nos littorales. Donc il faut la préserver et la conserver. Bien sûr, l'écotourisme, c'est de faire montrer donc ces espèces qui sont rares ou bien endémiques aux visiteurs, d'interpréter bien sûr donc le cycle biologique de ces espèces, de voir donc l'intérêt, si vous voulez, donc des espèces au niveau de l'écosystème, etc., mais également de préserver et de conserver ce patrimoine. La mise en valeur, bien sûr, l'écotourisme, le fondement de l'écotourisme, puisque c'est un tourisme qui se base sur les piliers d'un développement durable, la conservation également une grande importance. Donc il faut préserver, si vous voulez, donc ces organismes. Et ça, si vous voulez, donc c'est un, donc c'est, si vous voulez, donc c'est un axe principal, hein, si vous voulez, donc l'écotourisme, le développement écotouristique. Là, vous avez, si vous voulez, donc une vue sur le littoral de la région de Massa. Quelquefois, vous connaissez bien sûr donc les algues, n'est-ce pas, les algues. Hein, vous avez les algues marines, hein, vous avez bien sûr plusieurs espèces. Vous avez les algues vertes, les algues rouges, jaunes, etc. etc. Alors, je ne rentre pas dans le détail des algues, mais vous pouvez, si vous voulez le voir, donc les distinguer à partir de leur couleur. Avec les algues vertes, parfois c'est le cas ici, vous avez d'autres algues, hein, donc rouges, jaunes, etc. Et l'essentiel, c'est que vous avez donc ces formes-là. Hein, et ces formes-là, qu'on voit donc ici, mais ce sont ce qu'on appelle des bioconstructions, c'est-à-dire des formes construites par des organismes. À l'intérieur, vous avez donc des organismes qui sont donc des vers, ce sont des annelés, des vers. Alors chaque ver, il va construire, si vous voulez donc, son terrier. Donc là où il va se loger, un tube en calcaire. Et l'ensemble de ces tubes-là, donc ils vont dans, si vous voulez, cette formation-là. À l'intérieur, vous avez des milliers d'individus à l'intérieur, hein, des milliers d'individus à l'intérieur. Et ça, c'est une bioconstruction d'une grande importance sur l'écotourisme, parce que donc il vous donne même une idée sur donc, le milieu. Hein, donc une idée donc, sur donc, le milieu. Généralement, nous sommes dans un milieu qu'on appelle le milieu de balancement des marais, et il est de grande importance, si vous voulez, dans la région, de voir, si vous voulez, donc, ces formations à organismes. Et l'interprétation, si vous voulez, de ces organismes, l'interprétation de tout ça, c'est l'écotourisme. Hein. Lorsqu'on parle d'écotourisme, c'est reconnaître, si vous voulez, donc ces formes, ces organismes, interpréter également leur présence, pourquoi elles sont là, leur intérêt, hein, sur le point écologique, sur le point également donc, écotourisme. Généralement, quelquefois, donc, hein, vous êtes sur, donc, sur la côte de la région de Massa, vous rencontrez donc des coquilles comme ça, des limouilles, n'est-ce pas, mousselous, des limouilles. Mais si vous faites attention, vous allez voir, hein, vous n'avez pas donc une seule espèce de moule dans votre région. La région de Massa. Regardez donc hein, la forme, et regardez donc la forme, si vous voulez donc, la taille, etc. Vous avez deux espèces. Tout à l'heure, j'ai évoqué, si vous voulez donc, l'intérêt de cette région au niveau donc de ce qu'on appelle la zone méditerranéenne, que je peux qualifier comme une région écologique. Je peux appeler donc l'écorégion méditerranéenne. On a vu, si vous voulez donc, hein, au niveau des plantes, tout à l'heure, on a vu, si vous voulez, des espèces vraiment méditerranéennes. Après, donc, tout ce qui est saharien, que je peux qualifier comme une région écologique à caractère saharien. Donc, écorégion saharienne. Donc, nous sommes, si vous voulez, donc, la région de ça, vous avez une écorégion méditerranéenne, écorégion saharienne, et nous sommes, si vous voulez, dans la phase de transition entre ces deux écorégions. À un certain moment, on va rencontrer des organismes vraiment à caractère méditerranéen, n'est-ce pas, des espèces, et des espèces à caractère saharien. Ce que nous avons ici, si vous voulez donc, ce sont deux espèces de moules, Perna et Mytilus provincialis. Ça, c'est une moule africaine, que l'on trouve, si vous voulez, dans la côte africaine. Agadir, hein, et puis donc hein, toute la côte africaine. Ça, c'est une espèce que l'on trouve hein, dans la côte donc, européenne. Hein, la côte donc, de l'Espagne, le Portugal, la France, etc. Et vous voyez très bien qu'Agadir, nous avons les deux. Hein. Nous avons donc l'espèce qui remonte et l'espèce qui descend du côté européen. Donc nous sommes dans une zone de transition entre ces deux écorégions méditerranéennes et écorégions sahariennes. D'où la richesse, si vous voulez, de cette région,
hein, en biodiversité. Et normalement, c'est la zone hein, qui doit être le pivot, si vous voulez, donc, d'un développement écotouristique à l'échelle du Maroc. Hein. Mais il faut savoir comment exploiter, comment valoriser, bien sûr, hein, si vous voulez, donc, ces richesses. Alors voilà, regardez, par exemple, nous sommes dans une transition entre tout ce qui est africain donc, et méditerranéen, tout ce qui est saharien, on veut dire l'écorégion du sud et l'écorégion du nord. Allez, s'il vous plaît. Je ne parle pas, bien sûr, de cette richesse à midi que vous avez dans la région. Hein, donc riche et diversifié également. Allez-y. Je quitte le littoral, je quitte la mer, n'est-ce pas? Maintenant, c'est le continent. Alors, au niveau de la biodiversité floristique, tout à l'heure, donc j'ai parlé, si vous voulez, donc j'évoque un peu donc, les différentes plantes qui caractérisent cette région. Et là, vous avez quelques, si vous voulez, donc quelques organismes et qui sont de plus en plus rares parce qu'ils sont chassés par là. Hein, c'est la plateforme sont chassés par là. Vous avez ce qu'on appelle la gélette commune et le chat sauvage, le chat grand. Alors, le chat sauvage qu'on voit donc là, ça fait peut-être 2 à 3 mois. On l'a vu pour la dernière fois, donc la région d'Imousserie également. Donc le chat ganté, il est présent dans la région. Hein. Et on pense, si vous voulez, donc actuellement, que c'était donc l'espèce qui était à l'origine du chat domestique, le chat sauvage, hein, ou le chat ganté, africain. Parce qu'il existe donc 2 chats hein, sauvages. Vous avez le chat sauvage africain et le chat sauvage européen. Mais on pense que le chat sauvage africain est le plus docile. Donc c'est lui qui a donné, si vous voulez, donc, hein, si vous voulez, donc, le chat domestique qu'on a actuellement dans nos maisons. Regardez très bien, si vous voulez, donc la forme, etc., la morphologie. Et comme je viens de dire, hein, c'est une espèce également qui est présente, mais qui est hein, en voie de disparition. Elle est chassée par là. Ah. Et puis vous avez bien sûr donc, la gélite commune que vous voyez donc ici. Hein, la gélite commune qui est donc très répandue dans nos forêts, et qui arrive maintenant, d'après donc la biographie de cette espèce, il arrive maintenant jusqu'à même donc, en Europe. Hein, parce qu'à certains moments de l'histoire, dans notre histoire, hein, si vous voulez, les Almohaïdes, donc ils l'ont capturé du Maroc et après donc hein, ils l'ont transféré donc, en Espagne. Et une fois donc il est sur le sol européen, il commence, si vous voulez, donc à envahir toute l'Espagne, le sud de la France, et dernière fois donc il est arrivé dans le sud de l'Allemagne. Donc il commence, si vous voulez, donc hein, à s'avancer, si vous voulez, donc sur le continent européen. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que dans l'écotourisme, il est de grande importance également de raconter des choses comme ça pour les visiteurs. Vous allez avoir un peu de science, bien sûr, hein, mais également tout ce qui est hein, interprétation, quelquefois donc au niveau culturel, etc. Donc c'est ce qu'on appelle une interprétation écotouristique. Et lorsqu'on parle de guide-interprète, donc le guide-interprète, c'est un guide normalement qui a des connaissances scientifiques, mais également il doit avoir donc d'autres connaissances hein, donc sur la culture, sur l'histoire, sur la géographie, sur les traditions, etc. Hein, et une culture générale également. Hein, donc ça c'est une base, si vous voulez, pour un guide interprète ou bien un guide naturaliste. Allez-y. Voilà également des espèces qui sont connues dans la région. Et vous avez l'espèce que vous avez sur le port hippique, n'est-ce pas? L'espèce cristata, qui est une espèce, hein, en danger. Maintenant, il ne reste que quelques si vous voulez, donc, quelques individus dans le Maroc. Pourquoi? Parce que c'est une espèce qui est hein, pourchassée par des hommes, hein, surtout par les terroristes. L'Atta, exactement. Pourquoi? Bon, donc, généralement, c'est de la sorcellerie, généralement au Maroc. Hein. Alors, on peut rencontrer cette espèce, si vous voulez, donc on peut rencontrer cette espèce hein, chez l'Atta, plus que dans la nature. Donc, elle est sous forme d'un cadavre que, normalement, donc vivant sur le terrain. Bien sûr, nous avons d'autres espèces qui sont endémiques. Hein, et qui sont également, quelquefois, sont menacées d'extinction, comme hein, donc, que vous avez donc, par exemple, ces fouilles de queue. Donc, le fouille de queue également, donc, il est sur la liste rouge donc, au Maroc. Hein, donc, il n'est pas préservé, il n'est pas conservé. Sur le moment, donc, d'ici donc, une dizaine d'années, donc, on va perdre, si vous voulez, donc, cette espèce au Maroc. Alors, cette image, elle traduit quoi cette image? Elle traduit donc, hein, c'est la côte, c'est le littoral d'Agadir. Ça fait presque donc 3 semaines. 3 semaines, hein, de Jérémie, à côté de Jérémie.
Et voilà très bien, qu'est-ce qu'on a? On a donc un serpent que vous connaissez très bien, Bosca, hein, le Haja Naji. Et vous voyez très bien, donc c'est une espèce saharienne, n'est-ce pas? Une espèce généralement saharienne. Alors qu'est-ce qu'il veut foutre, si vous voulez, donc sur le littoral de Guédir? Parce que tout simplement, donc, elle a été ramenée par l'oued. Et s'il est ramené par l'oued, c'est-à-dire qu'il existe dans la montagne, il existe dans la région. Rejeté par la mer. Voilà, le rejeté par la mer. Le rejeté par la mer. Donc s'il est là, c'est parce que donc, il est ramené par les oueds, donc on peut, si vous voulez, donc, si vous voulez signaler sa présence dans la région. Dans la région. Il voit très bien que les espèces sahariennes, ils commencent également donc à monter vers le haut. Hein? Et ça, c'est dû au changement climatique. Allez-y. C'est bon, je suis dans les langues, du temps, non? Ça, c'est. Hein? On n'a pas commencé à l'heure, on a commencé à l'heure. On vient juste de commencer. On a un peu de retard, hein, si Hazel, on n'a pas commencé à l'heure. Commencer à l'heure, bien quand même. Bon, alors pour ces espèces, bien sûr, hein, donc il faut les protéger. Et dans l'écotourisme, bien sûr, on développe ce qu'on appelle les modes de préservation ou bien de conservation d'une espèce. Et lorsqu'on parle, si vous voulez, d'une protection, d'une préservation, généralement, donc, il est interdit donc, de détruire, de mutiler, capturer, relever donc l'espèce. Même de la capturer, même si vous ne le tuez pas. C'est interdit pour les espèces qui sont, hein, si vous voulez, donc, qui sont sur la liste rouge. Interdit de détruire, altérer, dégrader ce milieu, qu'elles soient vivantes ou mortes. C'est important. Et donc, c'est interdit de transporter, colporter, l'utiliser, de la détenir, de la vendre ou de l'acheter. Hein, même si elle est morte. Hein, on ne doit pas normalement donc, la transporter. Généralement, hein, donc il faut la signaler pour donc, les organismes compétents dans la région. Mais c'est ça, il est simplement pour vous informer qu'on est parti parce qu'on a une petite réunion d'ingénieurs et concernant le projet qu'on a prévu hier soir, on s'excuse et on va revenir tout à l'heure, mais vous continuez en faisant la formation comme prévu dans le programme. J'ai 5 minutes pour terminer. Ah, voilà. En tout cas, il y a la filmation, enregistrement de chaque intervention. Alors, l'autre dimension importante, si vous voulez, l'écotourisme, c'est l'interprétation. Hein, on ne peut pas parler d'un projet écotouristique, on avait dans ce projet un axe d'interprétation, il faut interpréter. C'est-à-dire, donc, de quoi il s'agit. Hein, et c'est une interprétation de grande importance. Parce qu'à partir de l'interprétation, on peut connaître, si vous voulez, donc l'importance de cette espèce, ou bien donc l'importance d'un patrimoine. Et par suite, donc on peut mieux le préserver, le conserver. Et mieux de le mettre en valeur également dans un cadre, ou bien dans un projet écotouristique. Donc l'interprétation est de grande importance. Hein. Tout ce qui est, par exemple, ici au niveau des arbres, par exemple, au niveau, par exemple, des dieux, des organismes, également de tout ce qui a été dit donc, pour la culture, ou bien le savoir-faire local également. Donc il est de grande importance également d'interpréter tout ça. Et ça, si vous voulez, donc, c'est un axe important de l'écotourisme. Hein, généralement, lorsqu'on parle d'un guide interprète, il faut les former. Donc il y a l'axe de formation. Hein, on ne peut pas développer l'écotourisme si on n'a pas des gens qualifiés, hein, bien formés, qui peuvent, si vous voulez, donc interpréter donc, le milieu dans sa globalité. Hein, tout ce qui est fond, tout ce qui est flore, tout ce qui est roche, tout ce que vous rencontrez, hein, devant vous, donc il faut donc l'interpréter. Donc c'est, si vous voulez, donc l'interprétation et la formation, si vous voulez, donc des guides interprètes ou bien des gens qui peuvent interpréter ce milieu d'une grande importance sur le culture. Si on veut développer l'écotourisme, mais le géotourisme, c'est pas, de façon générale, le tourisme axé sur la nature, donc il faut donc former des gens qui sont capables, si vous voulez, donc d'interpréter donc le patrimoine naturel dans sa globalité, comme je viens de dire. Bien sûr, la sensibilisation est de grande importance. Hein, comme je viens tout à l'heure, par exemple, pour donc, le pilbiche, par exemple, hein, polyceps, pour par exemple le porc-épic, par exemple le flûte-queue, etc. Ce sont des organismes hein, maintenant hein, en distinction. Donc il faut bien sûr sensibiliser donc, les gens. Car, par exemple, là, c'est une formation quand même, par exemple, pour sensibiliser donc, hein, pour protéger les oiseaux migrateurs hein, de la lagune du Renifis. Nous avons un parc national, je ne vais pas introduire le parc national parce que donc il y a M. Piquet qui va parler de ça, mais on peut, si vous voulez, donc organiser des campagnes de sensibilisation dans les différents milieux fragiles. Hein, l'écotourisme, ce n'est pas uniquement
hein, donc de promouvoir un tourisme dans les milieux fragiles, mais également de préserver, de conserver ces milieux. Hein, donc, dans un cadre, bien sûr, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est valoriser, mais dans un cadre de préservation et de conservation. Bon, voilà, quelquefois, bien sûr, donc, on peut, sur le plan de sensibilisation, si vous voulez donc, interpréter, ou bien sensibiliser donc les gens sur l'itinéraire écotouristique ou végé touristique. Donc c'est un itinéraire, par exemple ici vous avez Immonida, n'est-ce pas, la base de l'autre côté, à Rhodes, et vous avez un itinéraire, si vous voulez donc, de la piste de Crète. Là vous avez toute une biodiversité de grande importance méditerranéenne, vous avez également même donc une biodiversité. Et l'interprétation au niveau des itinéraires, il est de grande importance également dans des projets écotouristiques. Bon, dans l'écotourisme, comme je viens de dire tout à l'heure, le signaler n'est pas que la faune, la flore, mais vous avez également donc l'homme, la population locale, ce qu'on appelle la population locale, et il est d'une grande importance de faire impliquer la population locale dans le développement de l'écotourisme. C'est un développement durable qui se base sur, bien sûr, le patrimoine naturel, mais le pivot essentiel, c'est l'homme. N'est-ce pas? Donc c'est l'homme. C'est le bien-être de l'homme, bien sûr, hein, et c'est il est de grande importance. Ce qu'on voit très bien ici dans la nature, vous avez toujours la trace de l'homme, hein, depuis l'Antiquité, hein, lorsqu'elle a tracé tout ce qu'elle voyait autrefois, hein, jusqu'à l'actuel. Donc vous avez pour l'homme, vous avez d'un côté un impact positif et un impact négatif, hein, sur donc, le milieu. Et pour dans l'écotourisme, il faut sensibiliser cette population locale. Il faut bien sûr donc s'adhérer à des projets de la population locale pour développer l'écotourisme, mais dans un cadre, comme je l'ai dit tout à l'heure, de préservation et de conservation. La population locale, il y a beaucoup de choses à dire, hein, même si nous sommes des scientifiques, mais dans la plupart du temps, bien sûr, hein, donc il y a beaucoup de choses, hein, à prendre de la population locale sur ce qu'on appelle le savoir-faire ancestral. Nous avons développé beaucoup de choses que nous allons voir tout à l'heure. Là, vous êtes dans une région, que je viens de dire tout à l'heure, c'est la région de Aït-Mansour, la vallée d'Aït-Mansour. Avec la vallée d'Aït-Mansour, et vous voyez très bien cette vallée, avec bien sûr donc, toute la palmeraie, donc les oasis, le long de la vallée d'Aït-Mansour. Et puis bien sûr, c'est une zone qui est connue par ses gravures rupestres. Donc c'est nos roches scrières, donc qui est bien sûr donc, le travail donc, de nos ancêtres, hein, entre par exemple 4000 et 8000 ans. Alors ce qu'on appelle l'archéologie, bien sûr, hein, c'est un patrimoine archéologique, hein, c'est un patrimoine archéologique et qui fait partie également donc, de l'écotourisme et du géotourisme. Lorsqu'on évoque l'homme, c'est de la nature, il y a un savoir-faire ancestral. C'est savoir-faire ancestral, il est d'une grande importance dans l'interprétation également écotouristique. Dans l'écotourisme, vous avez également donc un volet, si vous voulez, du savoir-faire ancestral. Donc on voit très bien qu'ici vous avez des techniques qui sont utilisées autrefois par nos ancêtres, hein, soit donc des techniques pour récupération, par exemple ici, récupération de l'eau pluviale, hein, et vous voyez très bien ici, c'est dans la région de Ressas, donc vous avez ce qu'on appelle Montria. Qu'est-ce que c'est Montria? Montria, tout simplement, hein, c'est une technique de conservation des eaux pluviales. Donc les eaux de pluie qui arrivent, elles sont acheminées donc, hein, dans un réservoir bien protégé. Hein. Vous avez le toit, hein, bien protégé, et vous avez de l'eau à l'intérieur. Donc les Montria ici donc datent de plus donc, de 120 ans. Donc avec la population locale, maintenant un lieu au minimum. Il n'est plus utilisé actuellement, mais on l'utilise autrefois. Et c'est une technique, si vous voulez, de préservation de l'eau. Et lorsqu'on parle de ces techniques de préservation de l'eau, par exemple, ou bien donc la pollution, etc., mais c'est dans le cadre environnemental. Et c'est un axe important également dans l'écotourisme, avec les techniques. Et l'interprétation de ces techniques, ça fait partie de l'interprétation écotouristique. Hein? Vous voyez très bien ici que vous avez notre technique, hein, qu'on utilise également dans la région de l'Atlas. Là, vous avez l'entrée des Montria, l'eau de pluie qui arrive, il achemine directement vers un réservoir à l'intérieur et on bâtit tout autour, si vous voulez, donc, de ces réservoirs, hein, donc un petit verger à l'intérieur. C'est aride, hein, c'est sec et aride à l'extérieur. Par contre, à l'intérieur, donc, on a créé donc, un microclimat. Il y a un micro-écosystème. Un microsystème. Et là, à l'intérieur, donc, vous avez donc, un petit verger. Vous avez le persil, la menthe, n'est-ce pas, donc les tomates, les oignons, etc. Et ça, c'est une technique environnementale d'une grande importance dans l'interprétation écotouristique. Sans oublier, bien sûr, hein,
Vous connaissez très bien, si vous voulez, donc, ce qu'on appelle, hein, bien sûr, donc, les ruches collectifs dans la région. C'est une technique ancestrale également de grande importance. Alors tout ça, si vous voulez, l'activité de l'homme dans son milieu et la relation avec son environnement, ça fait partie également de l'écotourisme. Une chose importante également de l'écotourisme, c'est-à-dire lorsqu'on a, si vous voulez, donc lorsqu'on signale, c'est l'érosion. Donc l'impact de l'homme, l'impact négatif, l'érosion du sol et l'érosion, par exemple, qu'on voit très bien ici, la région du Barmoulan, hein, la région du Barmoulan, la production de cactus, hein, l'homme, qu'est-ce qu'il a fait? Donc il va enlever toute la formation naturelle d'origine des euphorbacées, des thermos, et il va implanter bien sûr donc les cactus. Mais lorsqu'il a enlevé, si vous voulez, la couverture végétale, le sol, il est mis à nu, le sol que vous voyez donc ici. Donc il va subir l'érosion, rapidement l'érosion. Et vous voyez très bien que vous avez des rigoles, n'est-ce pas, des rigoles, des ravins, etc. Et quelquefois des ravins qui dépassent les 2 mètres. Hein? Et ça, donc, elle a été tout simplement parmi, donc ce sont des choses qu'on voyait dans toute la région de l'Est-Barmoulan. Surtout là, on a enlevé rapidement donc, la couverture végétale naturelle est remplacée par le catastrophe. On voit très bien, voilà. L'Arganie, c'est la même chose, hein. L'Arganie, c'est la même chose, surtout autour des villages. Parce que vous avez donc un village, tout autour des villages, hein, généralement, vous avez cette dégradation de l'Arganie. Et ça également, hein, si vous voulez, donc, pour donc, tout ce qui est dégradation du milieu naturel, c'est également, c'est une interprétation donc, de l'écotourisme. Donc il faut, bien sûr, il faut décrire le problème, et après, donc, il faut penser dans des solutions. N'est-ce pas? Des solutions avec la population locale. Et ça, c'est également un projet de grande importance, hein, dans l'écotourisme. Exactement, et vous avez une autre image, hein, généralement, les gens confondent avec les marques. Vous avez une montagne qui également donc, qui renferme des grandes superficies donc, des fouilles de barbarie. Où je vais le dire? Je vais le dire, c'est la commune de l'Afrique, de l'Afrique et la province d'El Gelmil. Vous avez toute la montagne, elle est couverte par les fouilles de barbarie, comme ça. Donc, elle est couverte essentiellement par donc, les fils de barbarie. C'est un site également de grande importance. Alors là, bien sûr, hein, c'est introduit. Ce n'est pas vraiment donc, une plante, mais une espèce liée naturelle. Donc là, donc, on parle de l'agrodiversité. Donc c'est une diversité donc à grand nombre. C'est implanté par là. Bien sûr, la biodiversité. Et maintenant, comme il vient d'être dit par mon collègue, n'est-ce pas, on utilise toute une partie du feuilles de barbarie. Depuis la racine, en passant par les raquettes, en passant par les fruits, jusqu'à la fleur. Elle est utilisée. Chaque partie, donc, elle est utilisée maintenant, si vous voulez, donc, hein, pour donc, les feuilles de barbarie. Soit sur le plan médicinal, soit sur le plan cosmétique, essentiellement cosmétique, hein, ou bien alimentaire également. Hein, donc, ou bien donc alimentaire. Et vous connaissez très bien, si vous voulez, donc, tout ce qu'on fait, hein, avec les racines, avec les raquettes, le fruit également. Les raquettes, surtout, je pense, pour les produits cosmétiques. Oui, pour les produits cosmétiques, vous avez, et les raquettes, vous avez deux types de raquettes. Vous avez les jeunes raquettes, donc, et les raquettes âgées. Donc, les jeunes raquettes, on les coupe en lambeaux, et on les met dans le vinaigre ou bien dans de l'eau salée. N'est-ce pas? Et c'est sur le plan diététique de grande importance également. Les grandes raquettes, voilà, comme ça, on les fait dans un couscoussier. Voilà. On fait donc, si vous voulez, donc, évaporer les raquettes. À un certain moment, on retient une pâte. C'est une pâte. Préparer une pâte. La pâte, donc, elle est utilisée, si vous voulez, donc, dans le shampoing. Avec la pâte, elle est utilisée dans le shampoing. Hein? Donc, elle est mucilagineuse, n'est-ce pas? Elle est mucilagineuse, donc, elle est utilisée dans le shampoing. Et, si vous voulez, donc, c'est de grande importance. Mais il faut faire attention à ce que je viens de dire. Vous avez beaucoup de problèmes. Hein? Vous avez des avantages, hein, pour la population locale, mais également pour l'érosion du sol, elle provoque également donc, des impacts négatifs. Donc il faut essayer de réconcilier, si vous voulez, entre ce qui est positif et négatif. Et ça également, c'est dans l'écotourisme. Hein. Tout le débat, bien sûr, donc, avec bien sûr la population locale. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le fil de barbarie, hein, il est de grande importance, mais il n'a pas de pays. Il n'a pas de pays. Nous, on dit quoi? Kalmos, Hindi. Kalmos, Nsara. Eux, ils disent les figues de barbarie.
mais il est de grande importance. Il est de grande importance hein, sur le plan écologique, sur le plan également, donc, si vous voulez, donc, économique, hein, surtout donc l'impact économique avec la pollution locale. Bon, l'écotourisme également, quelquefois, donc, hein, il faut proposer des solutions pour les problèmes de pollution, des problèmes, par exemple, liés, par exemple, à la pollution de l'eau, essentiellement. Et là, hein, dans le cadre de l'écotourisme, on peut développer des techniques hein, écologiques, naturelles, qui ne coûtent pas grand-chose, hein, pour, par exemple, ici, c'est le traitement des eaux usées. Et là, donc, c'est un bassin de décantation, également de filtrant. Donc, on l'a développé hein, ici dans un gîte touristique, parce que nous sommes dans le tourisme, hein, dans un gîte touristique, c'est la place Psma. C'est aussi beauté, n'est-ce pas? Là, si vous voulez, donc, c'est l'épuration des eaux usées. Et vous avez toute une épuration, soit donc les eaux qui viennent de la cuisine, soit donc les eaux qui si vous des toilettes, etc. Et puis vous avez tout donc, un mécanisme, si vous voulez, donc, d'épuration de ces eaux par des filtrants tout simplement donc, naturels. Hein. On utilise le sable généralement, le gravier, etc. Hein, uniquement donc des choses donc, naturelles et également donc pas d'énergie. Vous n'avez pas un plan comme ça là, biologique, c'est pour les eaux usées, une façon pour le faire, parce que je construis un bâtiment et j'envisage de séparer les toilettes, douches, exactement. Et cuisine, mais après l'épuration et tout ça, voir un peu l'étage, comment il faut faire pour arriver à voilà l'épuration. Là, si vous voulez, donc, c'est un exemple, hein, c'est un prototype. Et on voit très bien que ça marche très bien. Donc, nous sommes ensemble pour voir le cas, n'est-ce pas? Et nous avons bien sur le plan, tout ça. On voit très bien, vous avez tout un système avant d'arriver ici, n'est-ce pas? Avant d'arriver là, vous avez tout un système d'épuration par, donc tout simplement. Et le rôle des bassins là. Les rôles des bassins. Ça, si vous voulez, c'est l'oxygénation, donc une ozonification. Lorsque donc, on a récupéré l'eau qui a été épurée à l'intérieur, si vous voulez, là vous avez des couches de sable. Lorsqu'on prend le sable, il y a le sable grossier, le sable moyen, le sable fin. Vous avez des graviers, etc. à l'intérieur. Là, nous avons des couches du matériel naturel, tout simplement. Après, donc, on recueille, si vous voulez, l'eau usée ici, donc qui a été épurée par la colonne des sédiments. Et après, donc, on met, par exemple, donc, des organismes qui vont quand même absorber un peu de la matière organique. Il y a des nénuphars, ce qu'on appelle les nénuphars. Les nénuphars, ils n'ont pas, si vous voulez, de racines. Nénuphars. Nénuphars. N-E-N-U. Donc, ils vont dégrader quand même de la matière organique. Et après, l'eau qui va sortir par là, elle va passer en cascade par des niveaux pour qu'ils soient bien oxygénés. On va l'enrichir en oxygène. Il y a également l'ozonation, donc le rayonnement solaire qui va tuer donc, les bactéries. Hein? À un certain moment, donc, vous allez voir, donc, à la fin, donc, on aura quand même donc, une eau qui est un peu claire, n'est-ce pas, qui va être utilisée pour l'irrigation. L'irrigation, surtout des arbres. Des arbres, hein. Comme le potager, les arbres. C'est bien pour les arbres. Voilà. On a fait des analyses. On a fait des analyses donc, ici, pour tout ce qui est bactériologie, et des analyses à la fin. Et vous allez voir donc que c'est très encourageant. Et ça, c'est un prototype. Tout simplement pour montrer donc aux gens que l'on peut, si vous voulez, donc épurer les eaux usées à partir d'un matériel, si vous voulez, mais je pense que c'est naturel. C'est pas bien pour les arbres. Oui, non, non, c'est pas pas problème. Mais comment vous êtes sûr? Non, parce que nous avons des analyses. On a fait des analyses, pas de problème. Mais généralement, le côté psychologique qui joue un rôle important. Parce que vous donnez par exemple le persil, là par exemple quelque chose, par exemple les oignons ou les tomates, irrigués par ces eaux, qui est le côté psychologique qui intervient beaucoup. Par contre, sur le marché, vous l'avez. C'est le problème. Voilà, lorsque on dialogue, ça c'est provient par exemple l'irrigation des eaux qui ont été traitées, alors le côté psychologique elle intervient. C'est pas le côté on dit ça va, lequel donc c'est bon. Alors, une chose importante. Vous avez des plans sur ça? Oui, nous avons donc un plan, nous avons même une publication qui a été faite à l'échelle internationale. On a publié ça sur une revue internationale et je vous donnerai la publication. Et sur l'internet, pour laquelle avec la publication premièrement. Mais ça c'est pas l'essentiel, c'est d'aller voir sur le terrain. Moi aussi ça m'intéresse.
C'est mieux de le photographier. Faire les photos. C'est tu as là, je suis arrivé à ce stade-là. Oui, exactement. On les tuyauteries, les bâtiments, jusqu'au niveau du plafond. Oui. J'ai laissé ça pour pouvoir laisser un peu de compte. Mais il faut des explications pour faire des bassins et mettre des gravillons, des sables, des trucs comme ça. Pour arriver après sortir vers les arbres et après voir un peu pour l'irrigation. Donc là, donc, on peut aller voir ça sur place déjà. Oui. Et après, donc, on passe sur nous aussi. Pour pratiquer. Hein? Il faut aller à la tasse pour le voir. Oui, c'est la tasse que ça. Non, je l'ai vu là. Oui, mais là, donc, il faut qu'on s'en sorte pour expliquer les choses, c'est ça? Si vous voulez le concevoir, vous contactez après Mchalkin Zaini, il vous donnera les plans. Il est occupé et puis en plus c'est cher. Non, pas du tout. Hein. Je suis naturaliste, je travaille dans la nature, je suis naturaliste sur tous les plans. Là, on peut voir ça ensemble, c'est pas un problème. Et ça, c'est un prototype que l'on peut bien sûr, hein, si vous voulez donc. C'est pour faire un type à suivre pour l'Égypte ou les auberges, je dis tout ça comme ça, parce que les gens qui viennent de construire maintenant au départ, il faut leur expliquer déjà pour qu'ils l'adoptent et envisagent de la séparation dès la tuyauterie en haut jusqu'en bas. Et après, une fois sorti, c'est très facile à faire. Oui, exactement. Ça, c'est donc on peut, si vous voulez, donc, le faire pour les visites, tout ce qui est donc hébergement touristique, également même pour les petits droits. Les petits droits, par exemple, donc 10 familles, 15 familles, 20 familles, c'est faisable également. C'est bon? Donc c'est l'interprétation, c'est le tourisme également. Hein. Donc tout ce qui est, bien sûr, préservation, conservation de l'eau, de l'air, etc., ça va le côté. Bon, une chose importante également, ce qu'on appelle la participation locale. Dans chaque projet écotouristique, il faut toujours faire intervenir la population locale. Hein? Si vous voulez garantir, donc, si vous voulez donc la réussite de votre projet écotouristique. Donc ce qu'on appelle la participation locale, depuis, si vous voulez, donc la concertation commence par la concertation, après le développement du projet jusqu'à la fin du projet. Il faut faire intervenir la population locale. Maintenant, on a un tissu associatif très dynamique, n'est-ce pas? Et là, on voit très bien, donc, à partir de concertation, et à partir également, quelquefois, ça c'est un tafro, n'est-ce pas, tafro, à partir d'un diagnostic territorial, quelquefois, hein, avec les étudiants, etc., on peut faire ce qu'on appelle un diagnostic territorial, et à partir de ce diagnostic, on peut avoir tous les éléments nécessaires pour développer donc, des projets écotouristiques, ou bien géotouristiques, ou bien agrotouristiques, etc. Alors, là c'est intéressant. Là, c'est très intéressant. Donc, avant de terminer, n'est-ce pas, là, vous avez donc un plat. Bien sûr, dans ce plat, on parle de ce qu'on appelle, bien sûr, dans les traditions, et donc tout ce qui est biodiversité, nous avons ce qu'on appelle l'agro-biodiversité. C'est-à-dire, donc, des légumes. Hein, des légumes qui sont rares et qui sont liés donc, à un terroir bien déterminé, ce qu'on appelle les produits terroirs. Et à partir de ce produit terroir, on peut, bien sûr, hein, si vous voulez, donc, proposer des plats traditionnels. Et qu'on voit qu'il y a un couscous, n'est-ce pas, traditionnel, avec le navet et FLS, n'est-ce pas, donc les feuilles de navet. Hein, donc les navets et les feuilles de navet, donc les deux à la fois. Et ça, c'est très utilisé dans la région. Et généralement, donc, on peut cultiver ça dans des petites parcelles, au niveau des oueds, etc. Ce qu'on appelle donc tout simplement au niveau ce qu'on appelle des violets. Hein, vous avez donc des petites parcelles au niveau des oueds, et là donc on peut, si vous voulez, cultiver ces légumes de grande importance. Et quelquefois même on peut évoquer ce qu'on appelle les légumes anciens, et ça c'est autre chose, hein, les légumes anciens. Par exemple comme le navet gliti, avec le mahfoul. C'est le loulik, n'est-ce pas, le mahfoul, c'est voilà, le palais, on appelle le palais. Chez le navet c'est le palais. Maintenant on commence à revenir, si vous voulez, sur ces légumes, ce qu'on appelle entre parenthèses les légumes anciens. Parce que donc elles étaient répandues le Maroc, et à un certain moment elles ont été oubliées et remplacées par les tomates, les courgettes, ces gens qui viennent de l'extérieur. Et là, si vous voulez donc, l'écotourisme également, une fois qu'on a fait notre itinéraire, notre présentement pendant toute la journée, bien sûr, un plat, un produit du terroir, et de grande importance également dans le cadre de la diversité. Exactement. Alors, sur cette image, donc, je vous remercie. Alors, c'est une image qui traduit, bien sûr, un milieu de grande importance. Pas uniquement la région de la haute vallée de Tessot.
c'est l'ordre validité saute. Et les gens de la région ne connaissent pas que l'ordre validité saute, il fait partie de la région de Massadra. C'est la région de Marrakech. N'est-ce pas? Mais la haute vallée de Tessaout, il fait partie de la région de Massadra. Vous voyez très bien donc ici, si vous voulez, donc c'est une zone où vous avez beaucoup de choses, la biodiversité, la géodiversité, et Ishbel, un village perché en haut, n'est-ce pas, avec la culture locale et tout ça, et les zones où l'on peut cultiver, comme je viens de tout à l'heure, les terrasses, ce sont des petites terrasses, où l'on peut cultiver tout ce qui est donc producteur donc locaux. Comme par exemple, on avait le palais, etc. Et voilà, c'est donc une image qui rassemble, si vous voulez, donc en même temps tout ce qui est écotouristique, géotouristique, agro-touristique, tourisme culturel de façon générale. Et je vous remercie. J'espère bien que j'ai donc traduit l'essentiel, si vous voulez, donc sur les sites, la biodiversité, donc tout ce qui est écotourisme dans la région de Massa.